IDFM 98 de la bonne et bande FM, IDFM Radio Anga, la radio où l'on se sent bien. Nous sommes le 8 mars, donc journée de la femme. Femme oblige et femme prime. Nous allons parler des femmes ce soir avec Claire et Germont. Avec un livre publié chez Très Daniel, Dans le creux de mon ventre, j'ai rencontré l'éternité. C'est le partage d'un chemin de guérison. Claire est sortie major de l'European Business School. Elle a choisi de mettre ses compétences au service de projets porteurs de sens. Elle a été collaboratrice durant 10 ans de Pierre Rabhi, avec qui elle a écrit L'enfant du désert chez Gallimard, et qui est paru ensuite chez Folio Junior, et cofondatrice du mouvement Colibri. Elle est aussi journaliste chez Kenzen, Inexploré, Ultreya et conférencière à l'INRES. Bonjour, bonsoir Claire et Germont. Bonsoir Joël. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous aviez une profession où vous aviez bien travaillé et vous aviez un bon salaire, tout était bien. Vous aviez même des promotions en vue et à un moment vous avez tout quitté. C'était en quelle année? Bonne question, ça devait être en 2003. J'avais 23 ans, quelque chose comme ça. Oui, en 2003. Oui. Et pourquoi vous avez décidé de tout quitter? J'avais l'appel de la nature, de quitter Paris, quitter la frénésie, quitter un manque de sens, un appel intérieur aussi qui m'appelait à aller à la rencontre de moi-même sans doute et de bien des mystères que je ne soupçonnais pas à l'époque. En tout cas, un appel à me mettre en mouvement vers plus de sens et vers un retour à l'essentiel, comme on dit. Oui, et puis il y avait un homme aussi qui vous attendait au bout du chemin, c'était Bernard, non, en Corse. Oui, voilà, oui. Je ne savais pas encore non plus ce qu'il allait se passer entre nous, mais en tout cas, cet homme m'avait fait la proposition de venir vivre quelques temps ou quelques jours au beau milieu de la Corse, dans un petit écolieu sous tipi, en plein milieu des montagnes. Ça m'appelait beaucoup depuis ma vie parisienne et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Corse pour quelques jours qui finalement ont duré une année, qui a été un grand tournant de vie. D'accord, vous avez rencontré la comtesse de Polignac peu avant qu'elle nous quitte et elle disait que la vie est une initiation. C'est dommage que dans notre société, nous n'y soyons pas mieux préparés. Vous pouvez nous dire 2 mots sur elle? C'était une grande dame dans tous les sens du terme parce qu'elle avait des hauts postes diplomatiques, etc. C'est comme ça qu'elle a travaillé dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Amazonie. Elle a été aussi reconnue par différents peuples premiers comme une femme initiée sur le plan spirituel. Elle avait accès à ce qui se joue dans l'invisible et à des forces d'amour qui lui ont permis de traverser un grand nombre d'épreuves avec toujours plus d'amour, de sagesse, de conscience. Pour moi, en tant que journaliste, ça a été une des très grandes rencontres de ma vie. Et sur un plan personnel, je l'ai rencontrée à un moment donné où je me posais beaucoup de questions sur l'ombre et la lumière et sur pourquoi l'ombre est-elle présente sur notre terre, dans notre vie, dans notre univers. Et j'ai trouvé dans son partage des échos et des réponses, en tout cas des échos avec mes questionnements. Vous êtes d'une fratrie de 5 enfants, vous avez 2 frères et 2 sœurs. Après, pendant vos 4 années de grande école, vous avez été militante chez Attac, chez Greenpeace, vous donniez la soupe populaire à Paris, vous donniez des cours de français aussi à des jeunes immigrés, vous étiez très investi dans, on peut dire, l'humanitaire. Et vous parlez de votre grand-mère ardéchoise, d'une grand-mère ardéchoise, je ne sais pas si c'est la vôtre. Non, c'est pas la mienne. Une grand-mère ardéchoise qui disait « Là où est ton défi, là est ta mission. Retire le défi qui te pèse et tu éteins le moteur qui te fait avancer. » Cette phrase, elle m'interpelle. Retire le défi qui te pèse et tu éteins le moteur qui te fait avancer. Oui, moi j'ai repris cette phrase dans mon livre et cet épisode de cette rencontre avec cette femme médecine, une guérisseuse qui me dit ça. Et ça m'a beaucoup interpellée parce qu'avec le recul, je vois comme ça mon chemin. J'avais un défi de guérir, physiquement parlant, des problématiques, mais aussi dans mon cœur, dans mon être, dans mon âme, une blessure qui était au début amnésiée, donc je ne savais pas laquelle, mais une blessure d'enfance, une blessure d'abus.
Et ça m'a mis en marche pour aller mieux. Et finalement, cette mise en marche m'a menée sur un chemin exaltant de découverte de moi-même, de retrouver dans mon esprit les mémoires qui m'avaient marquée, mais aussi de retrouver au-delà de ces mémoires limitantes la mémoire de l'être profond et les ressources qui sommeillent à cet endroit-là comme un trésor à l'intérieur de soi. Donc finalement, ce défi, cette blessure a été un moteur qui m'a fait avancer, comme elle me l'avait prédit, au-delà de toutes mes espérances. Et non seulement j'ai pu penser mes blessures, mais au-delà, retrouver de la vitalité, de la joie, de la ressource, des dons, au-delà de tout ce que j'aurais pu espérer. Oui, mais dans la phrase « retire le défi qui te pèse et tu éteins le moteur qui te fait avancer », ben oui, pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'au début, la blessure, elle nous pousse à avancer. Donc, c'est un moteur. Au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'elle pour avancer. Et c'est merci à cette blessure-là que je te remercie beaucoup pour m'avoir mise en marche. Maintenant, je vais marcher le chemin de mon âme sans plus avoir besoin d'avoir une blessure criante qui me pousse. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. Donc après la Corse où vous restez 1 an, vous revenez à Paris, là vous vous installez chez une amie à vous et vous commencez à écrire une lettre à Pierre Rabhi et vous faites une prière à la Vierge et l'Enfant à l'église Notre-Dame de la Foi et là il y a comme un miracle qui se produit. On peut dire ça comme ça. Je cherchais à ne plus vivre à Paris, à travailler dans quelque chose qui avait du sens pour moi, dans une petite association. J'avais envie que ce soit à la campagne. J'avais écrit plusieurs lettres de candidature spontanée et la toute première, je l'avais adressée à Pierre Rabhi, dont le message de sauvegarde de la terre nourricière, d'autonomie alimentaire des peuples sur leur territoire et toute son approche du sacré dans les choses les plus simples de la terre, de la nature, tout ça m'avait beaucoup touchée depuis longtemps. Et j'avais envoyé cette lettre en me disant que, qui sait, peut-être qu'il me répondrait. Et la lettre est restée sans réponse pendant plusieurs mois et c'est effectivement après une prière dans cette belle église que quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné avec le message de Pierre Rabhi qui me disait qu'il serait heureux de me rencontrer, ce que je suis allée faire en le rencontrant en Ardèche, chez lui. Et finalement, ça a ouvert une collaboration qui dure encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est encore amenés à collaborer ensemble de temps en temps. Et ça a été le début d'une grande aventure. J'ai travaillé tout proche de lui pendant des années en tant que collaboratrice rapprochée, on pourrait dire. J'ai posé avec lui les toutes premières pierres du mouvement Colibri. Et après, je me suis envolée vers d'autres horizons, mais tout en gardant un lien de cœur avec lui et son message et son œuvre. Vous êtes resté 2 ans avec lui, vraiment près de lui. Et après, vous êtes parti. Les rêves sont très importants dans votre livre. C'est des rêves ou c'est des visions? Ce sont des rêves au sens propre du terme, dans le rêve nocturne, pendant que je suis endormie. Ceci dit, certains d'entre eux ont effectivement marqué mon chemin avec une substance, une profondeur, une puissance particulière. Donc je distingue les rêves ordinaires de tous les jours ou de toutes les nuits et ceux qui ont été pour moi transcendants et qui m'ont parfois apporté des éclairs de conscience, des rencontres avec des êtres, des divinités et des guides, etc. Des rencontres prémonitoires. J'ai rencontré dans certains de mes rêves ceux qui allaient devenir par la suite mes enseignants. Les rêves m'ont parfois apporté des messages, des réponses, des clés de guérison, des connexions au monde des esprits, les esprits animaux. Voilà, il s'est toujours passé beaucoup de choses dans mes rêves. Ils ont toujours été des jalons très importants que j'ai su reconnaître et écouter très tôt sur mon chemin. Vous vous êtes penché sur la psychogénéalogie et là, il y a le grand-père, votre grand-père Édouard qui apparaît, mais vous ne retrouvez pas vraiment ce qui se passe. Enfin, il est là, il est présent. Voilà, ça a commencé à partir du moment où j'ai écouté ma petite voix intérieure, où je me suis mis en marche vers moi-même et où j'ai quitté une frénésie, un rythme trop dense
à mon sens, pour que la conscience puisse faire remonter de l'information. Quand j'ai quitté tout ça et que j'ai commencé à être à l'écoute de ce qui se passait en moi, petit à petit, des informations, notamment de mon enfance, sont remontées à ma conscience. Et il y avait cette ombre de ce qui avait pu se passer avec mon grand-père qui a commencé à frapper à la porte sans que je sache vraiment au début qu'est-ce qui s'était passé. En tout cas, c'était une ombre, c'était des rêves qui s'apparentaient plus à des cauchemars. Je savais qu'il y avait là quelque chose d'important dans ma constitution, dans ce qui avait marqué ma vie. Mais j'ai retrouvé que plus tard, le souvenir précis de l'abus. Alors la question du qui suis-je vous hante. Qui suis-je quand je ne suis plus Claire? Qui suis-je quand je ne suis plus l'associée de Pierre Rabhi? Ou qui suis-je quand je ne suis pas la compagne d'Éric, cet Éric avec lequel vous avez passé une année en Ardèche? Donc cette question du qui suis-je, est-ce que vous en savez quelque chose maintenant? Peut-être pas beaucoup plus. En tout cas, le passage où je parle de ces questionnements, oui, c'est un moment de ma vie. Il y a eu plusieurs grands moments de dépouillement où j'ai tout quitté, où je me suis retrouvée seule, où je me suis remise en marche avec toujours cet appel à aller au-delà du connu et au-delà de ce que je connaissais de moi-même. Et effectivement, dans ces moments de grand vide, le vide a beaucoup marqué ma vie. Et en tant que journaliste, j'ai beaucoup écrit sur le vide quantique et tout ça m'a beaucoup animée. Dans ces moments-là, je n'étais plus ni la compagne d'un tel, ni une étiquette, un rôle professionnel, ni attachée à mon lieu d'habitation parce que je n'en avais plus, etc. Donc je me dépouillais de tous les apparats, de toutes les étiquettes, de toutes les cases sociales. Et je me retrouvais face à face avec la grande vacuité à l'intérieur de soi. Et ce grand vide qui au début m'effrayait, petit à petit est aussi devenu une ressource immense. Et mon livre porte le titre « Dans le creux de mon ventre » parce que pour moi c'est dans ce creux, dans ce vide et dans ces moments de dépouillement que je me suis toujours plus approchée de ce que j'appelle l'être véritable et essentiel. Alors la vacuité, vous l'avez peut-être trouvée dans le bouddhisme par lequel vous êtes passé un moment. Ensuite, vous avez été dans Lyon, dans un centre de retraite Vipassana, avec maître Goenka, oui, c'est lui qui a créé les méditations Vipassana. Quand on le fait en France, il n'est pas physiquement présent, mais ce sont ses enseignements qu'on écoute et qui guident la retraite. Vous rencontrez Lénie. Vous tombez enceinte, il y a quelques difficultés dans la grossesse. Vous dites qu'ils vous ont volé votre accouchement. Parlez-nous de l'alarme d'humanité. Effectivement, comme d'autres femmes, j'ai rêvé avoir un accouchement des plus naturels et j'avais projeté accoucher en dehors de l'hôpital, dans une maison de naissance, en Ardèche où j'habitais à l'époque. Et bon, tout ça ne s'est pas du tout passé comme j'aurais espéré. Je me suis retrouvée avec des problématiques de santé, à vivre un accouchement surmédicalisé avec tout le tralala, l'épisiotomie, la péridurale, le monitoring, tous les branchements, et dans un hôpital de niveau 3 dans une grosse ville. Et finalement, la sage-femme me verse une larme au moment d'accueillir mon fils. Et je me suis dit que voilà, cette larme d'humanité au sein de cet univers déshumanisé, c'est elle que je choisis de garder en mémoire et de me dire que l'humanité peut être encore vivante là où on croit qu'elle n'est plus. Et heureusement. Il s'appelle Shan, votre fils, oui. Qui veut dire montagne. Ensuite, vous allez à Amélie-les-Bains parce que vous entendez l'appel du tambour. C'est quoi l'appel du tambour? L'appel du tambour, il a commencé pendant une séance de soins énergétiques avec une thérapeute avec laquelle j'avais pris contact pour travailler sur la mémoire de cet accouchement qui me laissait des souvenirs douloureux. Et cette guérisseuse, à un moment donné, attrape son propre tambour et se met à jouer. C'est la première fois pour moi dans cette vie-là que je me retrouve en face de ce qu'on appelle tambour chamanique. Elle me dit de fermer les yeux, de simplement ressentir. Elle se met à jouer et je ressens une énergie puissante me traverser de la tête aux pieds. Et pour la première fois, je vis véritablement, en dehors des rêves nocturnes dans lesquels ça m'est certainement déjà arrivé, un état expansé de conscience
où j'ai conscience d'être en face de cette guérisseuse dans son petit cabinet, et en même temps ma conscience s'expanse et m'emmène ailleurs, et je me retrouve dans la peau d'une guérisseuse mongole ou sibérienne, ou dans ces contrées, avec un tambour à la main, avec un habit traditionnel, et je suis en train de soigner ou d'essayer de ramener à la vie un enfant malade ou mort, je ne sais pas exactement, dans cette vision. Et ça me fait complètement trembler de la tête aux pieds. C'est une des expériences les plus saisissantes de ma vie. Et cette guérisseuse me dit, vous venez de retrouver, de réentendre l'appel du tambour, et ça va changer votre vie. Effectivement, je rentre chez moi avec la vision que j'ai eue, qui est très présente, mais aussi les battements de son tambour qui vont m'habiter pendant plusieurs semaines et plusieurs années ou décennies, parce que très vite, je vais fabriquer mon propre tambour sans trop savoir pourquoi ça m'appelle à ce point. En tout cas, j'y vais, et ce sera le début d'une grande aventure dans laquelle je vais peu à peu retrouver la mémoire de ce tambour et de la femme guérisseuse que j'ai déjà été. Ça, vous le fabriquez avec Olivier Simonel, c'est un monsieur qui permet justement la fabrication de tambours. Exactement, qui accompagne ça merveilleusement bien. En 2012, seconde grossesse. Là, il y a Nicole, c'est une femme que vous connaissez qui vous aide à entrer en contact avec l'âme de l'enfant que vous portez. Et là, vous prenez une sacrée décision. Vous la regrettez pas, cette décision, maintenant? Non, je ne l'ai jamais vraiment regrettée, même si cette décision d'avortement, elle est encore sensible. Enfin, je sens qu'elle est encore sensible, là, que vous me posiez la question. Pour moi, c'est un acte qui n'est vraiment pas anodin, que j'aurais bien aimé n'avoir jamais à vivre. Ceci dit, que j'étais dans une situation terrible, c'était très très difficile avec mon compagnon, on avait déjà un jeune enfant, on était déjà sur le point de se séparer, je pense, parce qu'on vivait une relation très conflictuelle, et pour moi, donner naissance à un nouvel enfant dans ces conditions-là, c'était tout simplement pas possible. Et Nicole, qui est médium, m'a accompagnée à communiquer avec l'âme de l'enfant. Elle a canalisé un message de la part de cette âme pour cet homme et pour moi. Et ça m'a aidée à faire cet acte en conscience et avec le maximum d'amour, de gratitude possible pour cette âme qui m'avait choisie pour maman, et à qui j'ai pu dire avec mon libre arbitre et tout mon amour que je ne pouvais pas l'accueillir. Et c'est un moment de transformation d'ombre en lumière très fort, parce que je me retrouve, et encore aujourd'hui, quand je me relie à cette âme, c'est quelque chose qui est plein d'amour, plein de lumière. Le regret de ne pas avoir pu vivre la rencontre dans la chair, mais la connexion existe sur un autre plan, et ça me permet de trouver la paix dans cet acte. Oui, elle a peut-être réussi à trouver quelqu'un d'autre qui veuille bien l'accueillir. Exactement. Donc il y a cet avortement, vous voyez la petitesse et la froideur de l'accompagnement des femmes qui avortent. Ça, je vous crois bien. Il y a une froideur dans l'accompagnement. Donc là, vous quittez Léni et le père de Chane, et à 30 ans, vous vous retrouvez à zéro. Il y a la séparation. Vous contactez l'énergie du Nord. Donc c'est à nouveau l'énergie du vide, comme on l'appelle chez les Amérindiens, et du froid. La direction du nord, comme disent les sagesses amérindiennes, c'est la direction que dans notre société occidentale on a le plus de mal à accepter. C'est celle effectivement du rien, du vide, où il n'y a même plus des nouveaux projets, des nouveaux rêves, il n'y a plus rien. Donc on peut l'apparenter à une sorte de dépression Et en même temps, quand on accepte de la traverser et de ne pas courir, aller re-remplir absolument ce vide avec je ne sais quoi, eh ben, on accepte à nouveau ce dépouillement, et on accepte comme la terre se remet en jachère avant de porter des nouvelles graines. Et ça donne finalement la promesse que les nouvelles graines du nouveau printemps, qui finira bel et bien par arriver,
comme la nature nous le montre, il arrive après l'hiver, le printemps revient toujours. Donc et voilà, et il est toujours certainement plus riche une fois qu'on a vraiment su traverser ce vide et l'accepter. IDFM, deuxième partie de cette au-delà du miroir avec Claire et Germont. C'est bien ça? Oui. Dans le creux de mon ventre, j'ai rencontré l'éternité. Nous parlons donc d'un partage d'un chemin de guérison. Aventurière de l'âme, son récit est un hymne à la nature et à la vie, un appel à transformer ce qui nous pèse, à élever notre regard et à découvrir de l'autre côté du miroir, oui, c'est écrit en 4e de couverture, la richesse et le sens de notre incarnation. Alors après, vous vous inscrivez à la loge de la lune, et c'est là que vous allez avoir des visions des femmes de la famille, un peu, vous allez remonter... Oui, voilà, c'est un chemin qui s'ouvre à nouveau, hein, c'est la suite du chemin et ça va me permettre à ce moment-là de travailler sur la lignée des femmes, sur mes blessures de femmes, hein, toujours toute la séparation avec le père de mon fils m'aura permis de mettre le doigt sur une sacrée blessure et donc Voilà, pour moi, je trouve aujourd'hui, je suis touchée par la blessure du féminin, je suis aussi très touchée par comment aller véritablement guérir cette blessure du féminin. Tant de femmes portent la marque de l'abus et je trouve que si aujourd'hui la parole se libère sur ces sujets-là, et c'est très bien, pour moi, c'est nécessaire d'aller plus loin pour toucher une véritable guérison qui soit une réunification avec nos frères hommes et en l'intérieur de soi avec l'énergie masculine. En tout cas, à ce moment-là de ma vie, c'est très précieux de me retrouver dans une loge de la lune, donc dans un cercle de femmes, où on travaille sur nos histoires de femmes, sur nos mémoires de femmes, sur notre lignée de femmes, et où entre femmes, on se retrouve pour exprimer enfin toutes ces souffrances, toutes ces blessures. Pour moi, c'est très fortement libérateur. À ce moment-là, ça me permet de repartir debout, un peu plus réconciliée avec mon passé, avec mon histoire, et reprenant mon pouvoir de création et sortant donc de ce statut de victime, de pauvre petite femme blessée qui ne fait que subir à ce moment-là de ma vie, accompagnée par cette femme médecine Bhakti, qui accompagne ces rituels avec beaucoup de profondeur et de puissance. Elle permet aux femmes de se remettre debout, de reprendre notre bâton de marche, notre puissance et d'aller avancer sur notre vie, sortant du poids du passé et du poids de l'abus. Et c'est ce qu'elle m'a permis et je la remercie encore pour ça. Elle dit, cette fameuse Bhakti, qu'une femme est une fontaine. Elle doit d'abord être pleine avant de donner, sans quoi elle se vide et s'assèche. Donc elle vous a fait remonter dans des mémoires proches ou lointaines, comme qui sont des mémoires de toute femme, honte de saigner, honte d'être une femme, avec l'obligation de se taire, de cacher notre lien à la magie de la terre, d'étouffer la puissance de vie contenue dans nos entrailles. Parler de la ménopause aussi. À la ménopause, il nous reste encore 75% d'ovules. Qu'allons-nous créer avec toute cette force de vie? Notre utérus est la représentation microscopique du macrocosme. Il contient la même puissance que l'immensité du vide. Pas étonnant qu'on en ait si peur. Elle nous fait vraiment un grand appel à retourner dans notre ventre et dans la puissance créatrice de notre ventre. Et pour moi, c'est aussi cet hommage, hein, dans le titre de mon livre, dans le creux de mon ventre. À ce moment-là, Bhakti m'appelle et m'enseigne à descendre dans mon ventre. Et c'est à la fois dans cet endroit que je vais retrouver les plus grandes blessures, mais aussi les plus grandes ressources et les plus grandes forces. Donc à descendre de la tête vers le ventre. Et moi qui étais une jeune femme assez fragile et assez éthérée, comme on dit, très connectée là-haut et peu présente dans mes pieds, cette rencontre avec Bhakti, c'est la suite du chemin, c'est la suite aussi, le tambour me permet aussi de descendre davantage sur terre. Et tous les enseignements de Bhakti autour de ce ventre créateur me ramènent aussi dans ce socle de la vie et de la puissance.
Là, vous avez 32 ans, un enfant à charge. Vous vivez dans une bâtisse très froide, hein, c'est cette énergie du Nord, pas très bien chauffée, avec des courants d'air partout. Vous cherchez à reprendre une formation en tant que journaliste, pas tellement possible, donc vous osez dire que vous êtes journaliste, un jour vous osez le dire sans avoir forcément fait une formation, puisque ça c'est un peu bloqué, et vous rencontrez Thérèse, une miraculée. Oh, exactement. Qui vivait toute proche de chez moi en Ardèche, et un autre de mes rêves m'avait laissé avec le message de la voix et du visage de cette Thérèse qui me disait « Viens me voir ». Donc ce jour-là, j'ose enfin aller rencontrer cette fameuse guérisseuse connue localement en Ardèche, et une sacrée femme extraordinaire qui s'est remise d'une tumeur au cerveau et d'une paralysie complète du côté gauche, si je ne me trompe, du corps, avec la médecine énergétique, quantique, informationnelle, etc. Suite à ces gros épisodes de santé, elle est devenue elle-même guérisseuse, avec des dons de clairvoyance, de clair ressenti assez exceptionnels. Et voilà, je passerai des heures et des heures à l'interviewer. Naîtra de nos échanges le premier livre, Je crée ma réalité, rencontre avec une guérisseuse du 3e millénaire, que j'ai publié à l'époque chez les éditions Les mots ensemencent le monde. En 2016. En 2016. Donc vous tracez un chemin dans le journalisme. Et il y a cette phrase « Pourquoi, si nous décidions d'être heureux, notre terre qui est une école pour nos âmes, n'aurait peut-être plus besoin d'exister ». Ça, c'est Thérèse qui me le dit à l'époque, voilà, que pour elle, il ne tient qu'à nous de décider. Alors elle, tout son message est aussi basé sur ce pouvoir créateur. Et moi, à l'époque où je la rencontre, c'est très difficile pour moi d'entendre tout ça et de me dire, mais bon sang, si nous sommes vraiment créateurs, waouh, les résultats de notre création, ils sont pas superbes, quoi. Et moi, dans ma propre vie, si je suis créatrice, alors donc c'est moi qui, en partie, crée le conflit que je vis avec le père de mon fils, la violence dans notre relation, tout ce qui me heurte et me percute dans ma vie quotidienne, beaucoup d'épisodes de maladie, de violence, d'accidents, etc. Je suis donc créatrice de tout ça. Donc il y a une partie de moi qui entend ce que dit cette fameuse Thérèse, qui est devenue une grande amie. Et il y a une autre partie qui, à l'époque, pour moi, c'est difficile, comme on dit, de reprendre ma responsabilité de créatrice. Et pourtant, toute la suite de mon chemin me prouvera à quel point, oui, nous sommes créateurs, avec tout ce qui nous habite dans l'inconscient. Donc, il ne s'agit pas de porter la faute de nos créations et de ce qui est douloureux dans le monde, mais d'aller accueillir avec autant de conscience et d'amour possible les parties de nous désunies, souffrantes, qui créent des choses parfois un petit peu chaotiques. Nous avons déjà tous joué les deux rôles, le rôle de l'abusé ou de l'abuseur, et par peur de recommencer, nous préférons nous taire. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ont vécu, je pense. C'est-à-dire que quand ça nous arrive, on sait qu'il faut vulgairement fermer sa gueule. En tant qu'enfant, quand ça nous arrive enfant, on sait que quelque part, il ne faut pas en parler. Et oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu dans cette grande aventure de l'écriture de ce livre ce que ça représente que d'oser parler des abus et notamment des incestes. Donc ça touche à la famille, ça touche au clan. Je pense qu'on a tous en nous, dans nos mémoires cellulaires profondes, quelque chose de « on ne touche pas au clan ». Le clan, c'est la sécurité, c'est la survie, peut-être, dans nos mémoires archaïques. Et venir mettre un pavé dans la mare, comme l'a fait mon livre, et comme d'autres femmes aujourd'hui le font, de lever ses secrets, d'oser parler, c'est pas simple. Je serais curieuse de savoir ce que les hommes en pensent. Parce que moi, en tant que femme, j'ai pris ça comme quelque chose de féminin, comme si les femmes s'étaient inscrites dans leur ventre. Je serais curieuse de savoir ce que les hommes pensent de ces violations, justement, du clan. Alors après, vous partez à la recherche de votre animal totem. Ben oui, parce que c'est très chamanique, hein, quand même, votre livre. Oui, voilà, il y a tout un itinéraire chamanique où, effectivement, je me sens appelée par ces voies-là.
Il y a des mémoires aussi qui me rappellent à tout ça, à ces mondes invisibles. Depuis très jeune, je pressens que tout ça, je connais déjà, mais que c'est loin dans ma mémoire. Et donc, je passe, entre autres, par des étapes de l'itinéraire qui sont assez classiques dans ces voies-là, hein, notamment la rencontre avec l'animal totem. Et ce qui est pour moi très beau, c'est que je l'avais déjà rencontré dans la méditation Vipassana, la retraite de 10 jours de silence que vous avez mentionnée au début de l'interview, qui n'est pas du tout une retraite chamanique. On est dans le bouddhisme, on est dans la méditation silencieuse, il n'y a pas de rituel chamanique, rien du tout. Mais ce qui pour moi est très fort, c'est que quelle que soit la méthode, on rentre à l'intérieur de soi, on expanse la conscience et qu'on rencontre dans ce grand vide à l'intérieur de soi, dans ce qu'on appelle l'akasha, dans la mémoire de l'univers, dans tout ça, des grands archétypes, des grandes forces, quelle que soit la tradition spirituelle dans laquelle on s'inscrit. Au bout d'un moment, pour moi, c'est peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est comment, à l'intérieur de moi, je rencontre cette éternité, cette immensité. Et notamment, je rencontre des forces, des esprits, des alliés, des guides, etc., dont, à ce moment-là de mon chemin, cette jument blanche que je rencontre dans un premier temps dans la retraite Vipassana et que je re-rencontre dans un itinéraire, dans une pratique plus chamanique de voyage en état expansé de conscience avec le tambour et avec l'intention précise de rencontrer mon animal totem. Mais ça ne vous suffit pas, quelque part, il y a toujours cette nostalgie de l'ailleurs et vous partez en Amérique du Sud, rencontrer un chaman, ça ne sera pas un chaman péruvien, mais ça sera un chaman français, mais par contre, le péruvien, lui, vous le rencontrez, et c'est plutôt une bonne rencontre, hein, ce monsieur qui s'appelle le péruvien. Voilà, je rencontrerai un péruvien en France et finalement je travaillerai avec des chamans français en Amazonie. Ainsi va la vie, elle nous mène parfois au-delà de ce qu'on aurait pensé et de nos clichés, en tout cas, voilà, toute cette période de ma vie et de mon itinéraire chamanique et spirituel et de mon itinéraire de guérison au sens large, c'est une période quand même difficile où je confronte beaucoup d'ombres. Et je réalise toutes les dérives aussi, tous les abus qu'il peut y avoir au sein de ces pratiques chamaniques, notamment quand il s'agit d'usage de plantes, médecine comme on dit. Voilà, c'est une période où il se passe beaucoup de choses pour moi. Le grand cadeau de tout ça, c'est toujours une expansion de conscience qui me fait toujours prendre davantage conscience de à quel point je suis créatrice et qui va finalement me permettre de vivre ce que j'appelle l'intégration de l'ombre, donc d'aller rencontrer mes propres ombres, d'aller rencontrer dans mes mémoires la cruauté du féminin et de cesser de rejeter l'ombre sur l'autre d'une manière générale et sur l'homme d'une manière plus précise. Donc toutes ces ombres, ces cauchemars qui me hantaient depuis l'enfance et qui portaient la marque de l'abus que j'avais subi petite, finalement à un moment donné de mon chemin, le miroir se retourne et c'est à l'intérieur de moi, de mes propres mémoires et de la mémoire du féminin que je vais rencontrer l'ombre. Et je sors complètement de la pauvre petite femme toute blanche, toute innocente, abusée par le méchant homme sombre. Cette fois, voilà, l'ombre et lumière se mélangent, ne font plus qu'un. Et je vis quelques temps après être revenue d'Amazonie, après un accident de voiture qui vient me percuter très fort au niveau de la conscience et des champs énergétiques. Je vis cette intégration de l'ombre où je cesse de me battre contre une ombre extérieure qui me percute et je l'accueille dans mon cœur et c'est tout à coup comme si quelque chose enfin se relâche et quelque chose avec lequel je me battais à l'extérieur revient à l'intérieur, étreint par le cœur, donc le cœur qui a ce pouvoir de réunifier tous nos opposés, toute notre dualité. Et là, je pense que pour moi, sur mon chemin, c'est un des moments de guérison les plus forts, cette intégration de l'ombre. Oui, est-ce que vous savez qu'en tant qu'écrivain, tous les écrivains cherchent l'ombre, donc pas forcément pour un abus sexuel. Et malgré tout ce que vous avez vécu en Amérique du Sud, l'ombre est toujours là, surtout que vous pensez que le péruvien vous envoie des énergies négatives. Vous dites qu'il faut l'accepter, qu'il faut l'aimer une fois pour toutes.
Et le fait de la remettre dans le cœur, c'est aussi, je pense que l'ombre, elle est très proche des peurs, de la peur primordiale. C'est la peur. C'est notre propre peur. Et pouvoir la regarder en face, c'est ce qui fait qu'on est sauvé quelque part. Oui. Mais donc c'est aussi ce que vivent les écrivains, souvent ils cherchent après ça, à pouvoir la voir, c'est-à-dire à faire ce dédoublement et voir tout ce qui n'est pas beau. Mais c'est une force, notre ombre. Et tout à fait, moi c'est ce que je vais découvrir, après avoir fait de maintes et maintes rêves où je vois des animaux comme des panthères noires me tourner autour et menacer de me sauter dessus et de me dévorer. Finalement, à un moment donné, la reprenant à mon actif, et donc, comme je dis, la réintégrant dans mes propres champs de conscience et dans mon propre cœur, ça se relâche, le combat, la lutte, duel avec une ombre extérieure à moi cesse enfin, et finalement je découvre dans cet animal noir, dans cette ombre, dans ce féminin sombre aussi, je parle des grands archétypes du féminin qui m'ont marqué dans mes rêves ou mes voyages en état expansé de conscience, et de toutes ces figures sombres du féminin dont différentes traditions parlent, que ce soit Isis, que ce soit Kali, que ce soit les Vierges Noires et les Ishtar, etc. Je me connecte, la vie m'amène des reliances exceptionnelles avec ces grandes figures du féminin sacré. Et finalement, dans cette ombre, au cœur de mon ventre, je découvre une puissance que je n'avais pas soupçonnée auparavant. Oui, donc l'important c'est d'aller la chercher cette ombre, c'est pas de s'en débarrasser. Et oui, je parle aussi de tout ce chemin. On en a tellement peur qu'on essaye de ne pas la voir. Et oui. Et l'intérêt c'est justement de la regarder. Mais c'est elle qui décide de se montrer. Je pense que si on la cherche, on ne la trouve pas. Oui. Elle vient quand elle a envie. Oui, donc Liliane, une amie à vous, vous dit que la bonne posture n'est pas de monter mais de descendre. Plus on est enraciné, et plus on est élevé. Donc c'est pas la peine d'être trop éthéré pour s'élever. Tout à fait. Je pense même que non seulement c'est pas la peine, mais qu'en plus ça peut être complètement délétère et qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent vivre des expériences d'expansion de conscience très fortes et s'en trouver vraiment déséquilibrées. Moi, c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée dans ma vie et sur lequel j'ai beaucoup écrit en tant que journaliste aussi. L'expansion de conscience peut être fortement déstabilisante et effectivement, il y a besoin d'un ancrage solide pour que quand la conscience s'expanse, elle soit soutenue par une prise de terre suffisamment forte qui va permettre que cette énergie circule dans un certain équilibre, dans une certaine structure, et que ce ne soit pas une explosion d'énergie qui nous fasse perdre la tête finalement, ou perdre les pieds sur terre. Dernière partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur la planète Terre et 98 sur la bande FM, avec Claire et Germont, toujours dans le creux de son ventre et pourquoi pas d'une autre. Ensuite, vous rencontrez Brooke Metzine Hegel, une gardienne de la Terre avec laquelle vous sentez vraiment des affinités. Eh bien oui, je ne la connaissais pas avant que les rêves, encore une fois, m'amènent son nom, qui ont résonné plusieurs fois dans mes rêves, jusqu'à un matin me dire « mais qui est-ce, de quoi s'agit-il ?» et que j'aille taper ces mots, Brooke Metzine Hegel, tels que je les entendais dans mes rêves sur Internet, et que je tombe sur le site de cette femme médecine américaine. Et je l'ai rencontrée finalement il y a très peu de temps, en chair et en os. Je ne l'avais jamais vue jusqu'à présent. En tout cas, pour moi, dans ces épisodes où son nom est venu résonner dans mes rêves, j'ai pu sentir à quel point son énergie m'apportait de la force, m'apportait de la puissance, m'apportait le courage aussi de dépasser mes peurs et ces ombres dont on parlait. Et je découvre la magie de pouvoir se relier, être relié ainsi avec d'autres femmes et hommes médecine de l'autre bout de la Terre, et le pouvoir de l'esprit qui peut se relier au-delà de l'espace et du temps. Vous travaillez donc pour Inexploré et vous avez besoin de faire des articles, donc vous rencontrez Robert
Emmerich est un disciple de Louis Ansa qui était décédé en 2011. Il y a cette phrase à la page 224 de votre livre. Pour Louis Ansa, s'il existe une prison, elle se trouve dans ce système de pensée qui nous forme et nous déforme. On le cite, « Le plus grand péché commis par les religions est d'avoir séparé le corps de l'esprit », explique-t-il, en affirmant que notre corps était impur, elles ont massacré l'être humain. Notre corps est un temple de beauté. Pourquoi ne pouvais-je pas dire gloire à Dieu dans un orgasme? On en parle quand même. J'ai beaucoup aimé ces enseignements de Louis Ansa qui, après avoir été initié dans 11 traditions différentes, a synthétisé toute la quintessence de son enseignement de vie dans ce livre qui s'appelle La Voie du sentir, où effectivement il ramène tout ça avec beaucoup de simplicité à qu'est-ce qu'on ressent, quelle est l'information que notre corps nous renvoie à chaque instant. Et il porte ce message qui m'est très cher de réunification de nos différentes parties et de ce ventre et de ce cœur et de cet esprit et de notre côté de terre et de chair et de notre côté de lumière et de conscience. Et pour moi, tout mon chemin me mènera à la grande réconciliation avec le corps, effectivement. Après 3 années de formation, vous participez à un rituel de recouvrement d'âme et de perte d'âme. Recouvrement d'âme. Voilà, oui, le rituel n'est pas le rituel de perte d'âme. Le recouvrement d'âme permet d'aller retrouver dans les pratiques chamaniques des parties d'âme perdues. Donc ce qu'on appelle la partie d'âme perdue, comme dans les grands traumatismes de notre vie, de notre histoire, c'est comme si, parce qu'ils sont trop difficiles à supporter, c'est ce que les psychiatres appellent la mémoire traumatique aussi, hein, il y a une partie de nous qui décroche, qui déconnecte pour pouvoir survivre. Et donc dans le chamanisme, on dit que cette partie, c'est comme une partie d'âme qui se met en retrait, et parce que sur le moment du traumatisme, on n'a pas pu garder toute notre intégrité psychique, émotionnelle, physique face à ce qui se passait. Et le rituel du recouvrement d'âme permet d'aller rechercher dans les plans subtils et invisibles cette partie d'âme. Elle n'est pas complètement perdue, donc elle est en retrait, et de la réintégrer en soi jusque dans notre corps physique. Et c'est ce que je vis à ce moment-là. Alors, ce qui m'a le plus étonnée, et j'aimerais bien rencontrer ces personnages qui sont Vaimanya et Ojaskim Kinji Davis, qui viennent de Nouvelle-Zélande et qui vous ont appris le healing Aka visé, je pense. Le healing Aka, oui. Oui, qui vise à nous relier à notre étoile et à faire descendre sa lumière jusqu'à dans nos racines, pour se souvenir de nos origines célestes et faire briller leur lumière sur la terre. Ça, je trouve ça génial. Est-ce qu'ils viennent souvent en France? Ils viennent souvent en France, en tout cas quand c'était encore possible de voyager, ils venaient souvent. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Et ce sont effectivement deux êtres magnifiques. Ojasvin, qui est donc vraiment maori, et sa femme Waimanya, qui est d'origine suisse, qui vit avec lui en Nouvelle-Zélande, et ils enseignent aujourd'hui tous les deux ce Healing Aka, donc un Aka sacré de guérison, où ils font appel à la même force, bravoure, courage, énergie vaillante que le haka, comme on le connaît dans le rugby. Où il me rappelait aussi que les Maoris avaient utilisé le haka sur les fronts de guerre pour le courage que ça leur apportait. C'est quoi le haka? Donc le haka sont des danses traditionnelles des Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc on les connaît dans le rugby avec les grimaces. Et ce sont effectivement des danses qui amènent beaucoup d'énergie dans le corps physique. Après, elles existaient il y a très longtemps en Nouvelle-Zélande, bien avant qu'on les voit sur les premières lignes des matchs de rugby. Et c'était des pratiques qui, à la base même, avaient pour vocation de faire descendre l'énergie divine jusque dans le corps de chair, dans le corps physique, jusque dans nos pieds, jusque sur la terre. Et moi, le moment où je rencontre Ojasvin en rêve, encore une fois, avant, par les belles synchronicités de la vie, d'être appelée en tant que journaliste pour aller l'interviewer et me retrouver devant lui en chair et en os, devant eux, avec sa femme Waimanya. Et je découvre et je reçois de la vie et de la grande intelligence de la vie cette pratique qui va venir à un moment donné dans mon chemin m'apporter cette énergie d'ancrage, justement.
Et eux, ils ont dessiné, c'est Ojasvin qui l'a fait avec sa grand-mère maori, cette danse, un haka. Il existe plein de hakas différents en fonction des familles, en fonction des célébrations qu'on veut faire, etc. Eux, ils l'ont dessiné, ils l'ont créé, cette danse, pour soutenir l'expansion de conscience qui est actuellement à l'œuvre sur la Terre et le courage qu'elle demande à chacun d'entre nous d'aller s'atteler à de la transformation et d'aller transformer tout ce qui n'est pas bien équilibré à l'intérieur de nous et de nos champs de conscience et de mémoire. Donc ce haka draine de l'énergie et du courage pour soutenir cette transformation, pour la guérison de soi et pour la guérison de la Terre. Et c'est une pratique magnifique qui m'accompagne encore aujourd'hui au quotidien, que j'ai reçue comme un très grand cadeau. L'urgence de retrouver notre dignité d'être humain. Et est-ce qu'ils vous ont donné une étoile dans laquelle vous venez, ou est-ce que c'est quand on se branche aux étoiles, est-ce que vous vous êtes connecté à une étoile plutôt qu'à une autre? Non, personnellement non. Il parle de l'étoile et le maître que je rencontrerai après les avoir eux-mêmes rencontrés, Shin, parle aussi de cette étoile comme de l'être véritable, profond. Donc aujourd'hui, pour moi, la reliance à ce que j'appelle l'étoile, d'une manière générale, elle est fondamentale, mais je n'ai personnellement jamais eu de connexion précise avec une étoile plus qu'une autre. Mais par contre, vous faites des recherches sur la Merkaba dès votre retour. Oui, parce qu'encore une fois, dans une expansion de conscience, je n'ai souvent pas choisi ce sur quoi j'allais focaliser mon attention. Ça s'imposait à moi, ça venait me rejoindre, me toucher. Et c'est après un des séminaires magnifiques de Healing Haka avec Waimanya et Ojasvin, j'ouvre les yeux en pleine nuit, mon corps est particulièrement vibrant dans une double pyramide de lumière dont je vois les lignes comme bleutées, luminescentes, et me renseignant sur cette forme géométrique que à l'époque je n'ai pas conscience de ce que c'est. Je découvre ce que beaucoup d'initiés ont appelé la Merkaba, le véhicule de lumière. Il y a toujours cette ombre noire qui vous poursuit. Et vous dites... elle est tenace. Hein, j'adore ce que vous dites à la page 265. J'entends cette délirante colère retentir dans un rire sarcastique, prête à fissurer les murs derrière laquelle elle s'est repliée. Une autre image s'impose aussi, celle d'une Amazone arborant buste et tête haute, tenant à la main l'arc de sa fierté au-dessus des corps d'hommes mutilés. Quelles sont donc ces images horribles qui vivent en moi? D'où viennent-elles? Je ne sais qu'en faire. C'est vrai que il y a plusieurs images de la femme. On peut être l'Amazone, celle qui tue aussi, celle qui n'a qu'un sein et celle qui... C'est ce dont je parlais tout à l'heure en parlant de l'intégration. Oui, c'est à ce moment-là qu'elle s'enfuit dans votre cœur. Oui. Et que je vois que la femme a aussi créé beaucoup de dommages dans l'histoire et dans nos mémoires. Et c'est cette prise de conscience-là qui me permet de faire un vrai pas en avant dans la guérison de ma blessure d'abus. Et là, je sors complètement de victime, bourreau, pauvre femme innocente, méchant homme agresseur, agressif. Et que je rouvre plus large mon champ de conscience au fait que hommes et femmes avons tous la même blessure de séparation au cœur de nous, et que le féminin aussi, les femmes aussi ont commis des atrocités, et qu'aujourd'hui, pour moi, l'appel de la guérison, il va vraiment d'en sortir de cette dualité victime-bourreau et d'aller rouvrir nos cœurs et nos consciences à plus vaste que ça. Il y a un certain Shin Nat Han qui dit que le vide n'est-il pas notre véritable demeure? C'est ce qu'on va chercher en méditation. Tout à fait. Et c'est là où on trouve tout. Tout à fait. Donc c'est Thich Nhat Hanh qui parle de ça, avec qui j'ai fait des retraites aussi. Et ce moine vietnamien qui a créé le village des Pruniers en Dordogne, un centre bouddhiste magnifique, avec beaucoup de simplicité, de reconnexion à ce vide, de reconnexion à la nature et à l'essentiel. Tout ce que l'on cherche à cacher sera dévoilé un jour ou l'autre. Ça, c'est le problème de la femme, c'est que, de l'homme aussi, mais il faut plutôt mettre à l'évidence ce qui se passe. Donc après l'apparition de votre livre, vous vous êtes trouvé confronté à la culpabilité de vos parents.
quelque part ça leur a fait du mal. Vous dites, tu n'y es pour rien, ma mère, tu es innocente. Ça a été difficile vis-à-vis de vos parents au départ, parce qu'après, je pense que voilà, ça change. oui, depuis ça a cheminé, mais c'est sûr qu'au début ça a été difficile. Pour moi, il y avait comme un appel, encore une fois, à partager mon expérience, d'une part, tout ce chemin de guérison qui a été vécu, d'ouverture de conscience, à aller rejoindre les autres femmes et les hommes aussi qui peuvent être engagés sur ce même chemin. Et voilà, j'avais cet appel depuis très longtemps intérieur. Je savais qu'un jour j'écrirais mon histoire, et bien sûr j'avais cet appel point de vue de ma famille de me dire un jour ou l'autre il faudra sortir le fantôme du placard et ces histoires d'inceste, etc. Poser de la lumière dessus. Moi, ce qui m'a importé, c'est de le faire dans un esprit de paix et de pardon profond pour les hommes, pour les femmes, comme je disais, qui elles aussi n'ont pas fait que des belles choses, et de vraiment que le livre soit porteur d'un vrai message de paix. Je n'aurais pas eu envie de l'écrire dans une optique d'accusation, d'aller dire il s'est passé ci, un tel est coupable, un tel est responsable, mais c'est vraiment pas l'objet de mon livre et de mon partage. Ceci dit, malgré toutes mes bonnes intentions et ce chemin de guérison que j'ai eu l'impression d'accomplir, parce qu'à la fin du livre, je rêve de ce grand-père qui était donc le bourreau de mon enfance, et je fais un rêve très lumineux où il m'offre en cadeau un carillon qui résonne une mélodie d'harmonie et magnifique, et je comprends dans ce rêve que je me suis guérie sur ce chemin et que peut-être j'ai un tant soit peu participé aussi à une guérison pour lui, pour son âme, et je le souhaite humblement. En tout cas, malgré toutes ces bonnes intentions, c'est certain que pour mes parents, pour ma famille, lire le livre et que la vérité soit dite, elle était plus ou moins connue de tous, mais elle n'arrangeait personne et tout le monde préférait la garder bien cachée, bien enfouie. Ça n'a pas été facile, et ça n'a pas été facile pour moi de sentir que je mettais le couteau dans la plaie et que j'envoyais le pavé dans la mare et que j'allais remuer les choses douloureuses que pour beaucoup on aurait aimé ne plus en entendre parler. Ceci dit, le livre a fait son œuvre et a fait son processus, parce qu'aujourd'hui, je vis avec ma famille et avec mes parents notamment des relations plus profondes et plus authentiques que j'en ai jamais vécues. Et on n'aborde pas le livre directement, mais je sais qu'il est passé par là et qu'il a transformé bien des choses et qu'il a ouvert des espaces de cœur, de vérité, de lumière qui sont très, très précieux. Qu'est-ce qu'elle est devenue, votre sœur dont vous parlez dans le livre, celle qui vivait en Afrique et qui était revenue un moment vivre avec vous Elle est toujours en France, elle est toujours en Ardèche, elle fait aussi un très beau chemin de guérison et d'épanouissement, de révélation d'elle-même. Après avoir vécu dans cette culture africaine où 90% des femmes sont excisées et où elles-mêmes ne connaissaient absolument pas le plaisir de la chair, elle est aujourd'hui initiatrice pour beaucoup de femmes sur les sujets de la sexualité sacrée et de la guérison du corps et notamment des organes sacrés de la femme. Donc encore une fois, son parcours témoigne à quel point là où on va avoir une souffrance, une difficulté, ça peut finalement être le lieu de notre plus grande guérison et le lieu même de la révélation de nos plus beaux talents. Et elle offre aujourd'hui son talent au monde et le fruit de son propre chemin de guérison. Il y a quelque chose qui m'a amusé dans votre livre, c'est l'illusion de penser que des hommes spirituels, que l'on pense spirituels, le sont réellement quand on les côtoie, quand on va dans tous ces séminaires, toutes ces conférences, on voit des hommes en blanc là. Et quand on les approche de près, c'est plus vraiment ça. Mais je pense que c'est la même chose pour les femmes. Hein. Oui. Ça ne s'adresse pas qu'aux hommes. Hein. Non, ça ne s'adresse pas qu'aux hommes. Moi, en tant que femme et en quête d'amour et de paix dans la relation amoureuse, j'ai eu l'illusion de trouver dans ces hommes-là spirituels et tout de blanc vêtus, des hommes qui avaient certainement dépassé... Et finalement, je me suis plusieurs fois cassé les dents au même endroit pour aujourd'hui vivre un amour heureux et très épanoui avec mon compagnon actuel qui est un homme... avec ce Maxime dont je parle à la fin du livre, oui. qui est le grand cadeau de tout ce chemin de guérison. C'est que dans la matière, j'ai enfin rencontré un homme avec qui vivre un amour heureux.
Et cet homme est très terre. Il est aussi un grand esprit et un très grand cœur, mais il est très terre, il est bâtisseur, il est... donc finalement, voilà, le chemin m'a aussi amené à cesser d'aller chercher des hommes en blanc dans des monastères et parfois un petit peu tordus et pas tout à fait bien équilibrés, mais pour rencontrer cet homme taureau, proche de la terre et très respectueux du féminin. Et ça, c'est le grand cadeau que la vie m'a amené pour me montrer que tout ce chemin parcouru n'a pas été vain. On termine avec une citation d'Olivier Clerc. Demandez pardon plutôt que pardonner. Et puis vous terminez votre livre par cette phrase: maintenant en paix avec mes ancêtres, je suis libre d'être qui je suis. Et oui. Parce que dans le creux de son ventre, finalement, on trouve l'origine de tout. Nos origines. Et oui. Et pour moi, le chemin de réconciliation avec les ancêtres, avec la lignée, il est effectivement indispensable pour qu'au bout d'un moment, le chemin d'âme puisse pleinement se déployer. Et ce ne sont pas deux histoires différentes. Comme on dit, il y a un continuum de conscience entre notre histoire d'âme, ce qu'on a vécu dans d'autres vies, d'autres plans, là d'où on vient, la mission qu'on a dans cette vie-là, la famille, le terreau qu'on a choisi pour accueillir et tous les grands défis de notre vie. Pour moi, tout ça est relié dans ce continuum de conscience. Et oui, l'apaisement du côté famille, lignée, ancêtre, selon moi et dans mon expérience en tout cas, permet après à l'âme et au « je suis » de se déployer. Et c'est ça que j'expérimente aujourd'hui, l'espace pour pouvoir enfin le faire. Tant qu'il y avait ce fardeau au niveau familial et ces liens qui n'étaient pas assainis, j'avais du mal à déployer mes ailes. Claire et Germain, dans le creux de mon ventre, j'ai rencontré l'éternité, publié chez Guy de Trédaniel. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Joël. Merci.